Dans le podcast précédent, qui s'intitule « À quoi bon naître pour mourir ?», nous avions exploré le désir comme un outil de l'évolution biologique. Face à l'absurdité de la vie, j'avais conclu que, quitte à vivre, autant que nous donnions nous-mêmes du sens à la vie. Pour ce faire, il nous faut nous réconcilier avec notre nature d'être désirant, accepter que le désir vient de notre structure cérébrale. Bien qu'il paraisse insupportable de se rendre compte que même nos désirs ne sont pas le produit de notre volonté, nous n'avons d'autre choix, me semble-t-il, que de l'accepter. Ensemble, nous allons voir comment le désir peut amener l'individu dans la réalisation de son être. Ici, nous exclurons donc le désir comme outil de l'évolution biologique, sans toutefois le renier, mais puisque nous devons nous réconcilier avec notre nature désirante, alors explorons le désir comme processus cognitif, psychologique. Et pour cela, nous plongerons au cœur de la bulle pensante. Le banquet de Platon est probablement l'une des œuvres les plus magistrales qui traitent de l'amour. Platon y fait parler plusieurs interlocuteurs lors d'un banquet, autour d'un même sujet, l'amour. Socrate, qui parle le dernier, expose l'enseignement suivant de la prêtresse Diotime. Le désir est essentiellement manque, car on ne peut désirer ce que l'on possède déjà, on ne désire que ce dont on est privé. Ainsi donc, le désir naît du manque. Seulement, être désirant que nous sommes, nous ne pouvons faire autrement que de désirer. Comme déjà dit, même un ascète cherchant à ne plus désirer a le désir de ne plus désirer. Par conséquent, si nous sommes êtres désirants, nous sommes aussi êtres manquants. Si nous ne manquions plus, alors nous ne désirerions plus. Et un humain qui ne désire plus est un humain mort. Vous pourriez alors me dire que chez les dépressifs, parfois, on ne retrouve aucun désir. Mais en êtes-vous si sûr ? Parce qu'à bien y réfléchir, un être déprimé, c'est un être qui manque d'un idéal de vie qu'il s'était projeté, qui manque d'un proche, qui manque d'un hypothétique bonheur. Seulement, son manque reste manque, souffrance. Et c'est là toute la cause de la dépression. Son manque ne parvient pas à devenir désir. Utilisons un exemple concret. Imaginons une demoiselle qui ne parvient pas à se satisfaire de ce qu'elle est, qui se reproche souvent d'avoir arrêté les études, de subir son emploi et d'être nulle. Le manque, ici, c'est celui de son idéal du moi, c'est-à-dire ce qu'elle imagine, idéalement, tel qu'elle voudrait être. Si elle reste sur ce manque, elle ne fera que s'apitoyer sur son sort, subir son manque, son mal-être, ses regrets. Un manque qui pourrait la conduire à la dépression ou à des réponses inappropriées, manger en quantité ou l'inverse, procrastiner. En revanche, elle peut se servir de ce manque pour le transformer en un réel désir, celui de reprendre les études dans l'objectif de quitter son emploi. Ces études la pousseront à se surpasser pour obtenir de bonnes notes. Elles la conduiront à explorer de nouvelles choses, à prendre confiance en elle et ne plus se sentir nulle. Ce qui se passe chez cette demoiselle, c'est qu'elle était restée longtemps à s'imaginer une chose qui n'était pas la réalité, celle d'être nulle parce qu'elle n'avait pas de diplôme pour certifier sa valeur. Pourtant, vous serez d'accord avec moi que si elle est capable de décrocher le diplôme, elle l'est déjà avant même d'essayer. C'est cette même capacité dont elle fera l'usage pour y parvenir, mais cette capacité était déjà en elle avant d'entreprendre quoi que ce soit. Donc, son propre jugement, à son encontre d'être nulle, était faux. Elle s'imaginait quelque chose d'elle qui n'était pas la réalité. Cependant, obtenir de bonnes notes par sa mise au travail déplacera son imaginaire vers le réel. Les notes sont concrètes, elles sont là, et feuille en main, elle ne peut les nier. Ainsi donc, la souffrance du manque s'est dissipée, le manque est devenu le moteur de son désir. Et son désir
l'accompagne dans la pleine réalisation de son être. Toutefois, pensez-vous que ce désir lui appartient tout à fait ? Regardez où je veux en venir. Dans son imaginaire, le diplôme est ce qui la valorisera. Mais ce diplôme qu'elle convoite n'est pas son invention, c'est la société qui l'a inventé. Or, elle semble être née dans une société où être diplômé est une valeur assurée aux yeux de l'autre. Devenir quelqu'un dans cette société passe par le témoignage de son parcours, le témoignage de son travail, la présentation de ses diplômes. Si elle ne peut les présenter comme témoins de sa valeur, alors aux yeux de cette même société, elle s'imagine n'être rien. Pensez-vous toujours que son désir est le sien ? Eh bien non, le désir est celui de l'autre. Je ne suis pas en train de dire que dans la réalité, le diplôme valorise vraiment l'individu. Je dis ce que la demoiselle fait du désir de l'autre. Elle a construit dans son imaginaire, dans son idéal, que le diplôme était ce qui la valoriserait. Probablement par son vécu, son expérience, ce qu'elle a vu des gens diplômés, et surtout ce qu'elle en a fait. Par exemple, si papa-maman lui ont dit depuis toute petite « Travaille dur, tu auras un bon diplôme qui te fera réussir dans la vie ». Une fois face à des personnes diplômées, elle se verra admiratrice. Voici devant elle l'élite dont lui avaient parlé ses parents. Cette admiration ressentie pour l'autre, elle aimerait qu'à son tour, on la ressente pour elle. C'est simple, elle se dit « Si moi aussi je suis diplômée, alors je serai admirée ». Mais encore une fois, c'est ce qu'elle imagine et non une réalité. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de diplômés sur le marché de l'emploi. Et beaucoup d'entre eux se retrouvent sans travail. Ce que les anciennes générations, dont ses parents font partie, présentaient comme l'élite, la réussite, le respect, aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas. Continuons d'utiliser cet exemple assez parlant pour poursuivre. Que peut-on dire du désir de cette demoiselle ? Premièrement, il n'est pas le sien, il est celui de l'autre, dans son imaginaire. Deuxièmement, c'est un désir pour le regard de l'autre, pour être valorisé aux yeux de l'autre, toujours dans ce qu'elle imagine. Seulement, ça commence à laisser une place trop prégnante pour l'autre. Comment peut-elle s'imaginer que le désir de l'autre la conduira à la satisfaction ? Éclaircissons ce point. Depuis tout à l'heure, je dis bien que ce n'est pas la réalité, c'est ce qu'elle s'imagine. C'est l'idéal d'elle-même qu'elle s'est construite dans l'imaginaire. Pensez donc que l'autre idéalise ou convoite le diplôme est erroné. Car ce que l'on imagine n'est jamais la réalité. C'est parce qu'elle-même voue une admiration pour le diplôme et l'image qu'elle s'en fait, qu'elle pense, qu'elle imagine que les autres ont eux aussi ce désir. Elle fait de sa subjectivité une généralité. Seulement, cette généralité n'est pas sa subjectivité. Quand bien même elle sera diplômée, elle réalisera très vite que les gens s'en foutent et que ce qu'elle avait projeté sur l'autre ne se réalisera jamais. Pas d'admiration, pas d'élitisme et aucune certitude d'emploi. Retour à la frustration, car ce qu'elle avait idéalisé s'effondre. La voilà de nouveau avec un manque à combler. Seulement, ce nouveau manque à combler, s'il dépend encore du désir de l'autre, comme nous venons de le dire, on comprend aisément qu'elle ne pourra jamais s'en satisfaire. Ce qu'elle imagine du désir de l'autre, n'étant jamais la réalité, elle ne pourra qu'être déçue. Mais alors, comment parvenir à désirer pour soi ? Eh bien, c'est un long travail, un travail qui peut s'exécuter notamment en psychanalyse. Penser à un idéal de soi qui nous corresponde à nous et non pas au regard de l'autre, ça, c'est déjà cheminer vers son propre désir. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi désirez-vous être coquet ? Vous me direz, pour moi-même. Ok, très bien. Pourtant, quand vous vous coiffez devant le miroir, quand vous inspectez votre tenue devant la glace,
Ce que vous voyez à travers votre reflet, c'est ce que voit l'autre de vous. En effet, hormis devant un miroir, il est impossible pour nous-mêmes de nous voir à la troisième personne. Quand donc vous vous regardez dans le miroir, vous contrôlez en réalité ce que l'autre verra de vous. Dire que vous vous habillez, maquillez ou coiffez uniquement pour vous est une illusion. Jean-Paul Sartre appellerait cela de la mauvaise foi, se mentir à soi-même pour ne pas reconnaître que votre geste est déjà tourné vers l'autre, vers le regard que l'autre portera sur vous. Se faire beau, c'est se faire beau pour ce qu'on imagine que l'autre trouve beau. Un petit exercice très simple. Imaginez que l'humanité entière disparaisse de la Terre, hormis une seule personne, vous. Continueriez-vous à vous coiffer, vous maquiller, vous épiler, vous raser, mettre des vêtements qui s'accommodent entre eux? En toute honnêteté, c'est peu probable, car vous ne seriez plus jamais confronté au regard de l'autre. Fini la honte de porter un vêtement moche et troué. Fini la peur du jugement d'être mal rasé. Il en serait même terminé de la pudeur. Vous vous baladeriez peut-être nu dans les rues. Interrogez-vous donc sur d'autres désirs que vous avez au quotidien. Demandez-vous si réellement ils sont les vôtres. Et soyez surpris de notre dépendance au regard de l'autre. Soyez plutôt surpris de la dépendance d'un regard qui n'existe pas, car tout regard de l'autre n'est qu'imagination de nous-mêmes. On s'imagine ce que l'autre voit, ce qu'il pense, ce qu'il juge, sans que ça n'en soit jamais la réalité. Vous portez, imaginez, un t-shirt très moche et avec un gros trou. Voyant cela, un collègue vous dit « T'es vraiment pouilleux ma parole, aucune gêne, tu ressembles à rien ». Ça peut être blessant, mais les circonstances ont fait que, par exemple, sur votre trajet pour aller au travail, vous êtes tombé dans les ronces. L'autre qui vous juge n'a pas accès à cette information, et il ne fait alors que juger ce qu'il observe. Ainsi donc, sa critique n'est qu'une représentation de son observation, et jamais elle n'en sera une réalité. Quoi que dise l'autre à votre sujet, ce ne sera jamais la vérité de ce que vous êtes, mais uniquement la représentation de son observation. Et là-dessus, vous n'en aurez jamais le contrôle. Acceptez que l'image que vous donnez à l'autre, quelle qu'elle soit, puisse être interprétée, modifiée, critiquée, car rien de tout cela n'est vrai. Libérons-nous du regard de l'autre qui n'a d'impact réel que ce que l'on en fait. Car oui, ce n'est pas tant le regard de l'autre qui blesse, sinon ce qu'on en fait, ce qu'on en interprète. La vraie question est de se poser « Pourquoi je me laisse tant impacter par le regard de l'autre ?» Ce que nous venons de voir, Jacques Lacan l'a poussé encore plus loin. Pour lui, le désir n'est jamais vraiment le nôtre. Il est toujours d'abord désir de l'autre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous désirons souvent ce que nous pensons que l'autre désire, ou ce qui nous rendra désirable à ses yeux. Ce n'est donc pas un hasard si nos désirs sont remplis d'images, de symboles, de mots qui ne viennent pas de nous, mais du langage, de la culture, de ce que les autres nous ont transmis depuis l'enfance. Le désir, chez Lacan, est structuré comme un langage. C'est-à-dire qu'on ne désire jamais directement une chose. On désire ce qu'elle signifie pour nous dans le regard de l'autre. Alors, sommes-nous condamnés à être prisonniers du désir de l'autre ? Non. Et c'est là qu'intervient une lecture différente, celle de Spinoza. Pour lui, le désir n'est pas manque, mais au contraire l'expression de notre puissance d'exister. C'est notre énergie vitale, ce qui nous pousse à persévérer dans notre être, à développer nos capacités. Pour lui, désirer, ce n'est pas courir après ce qu'on n'a pas, c'est faire grandir ce qu'on est déjà. Dans cette perspective, le désir n'est pas une faiblesse, mais une force.
Ce double regard dévoile que, chez Lacan, on découvre à quel point notre désir est pris dans l'autre, dans des illusions, dans des images qui ne sont pas vraiment les nôtres. Mais chez Spinoza, on apprend qu'il est possible de retrouver un désir propre, enraciné dans notre puissance, dans notre façon d'exister. Et ce désir-là, quand on parvient à le distinguer des illusions du regard de l'autre, devient libérateur. Finalement, si nous parvenons à comprendre que le regard de l'autre n'est qu'une représentation, et que nos désirs sont souvent construits à partir de ce regard, nous pouvons commencer à les transformer. Nous pouvons passer du désir aliéné, dicté par notre imaginaire et la société, à un désir vraiment créateur, qui conduit à la réalisation de notre être. C'est peut-être ça, tout compte fait, le chemin vers la liberté. Non pas supprimer le désir, mais plutôt le purifier, pour qu'enfin il cesse d'être l'écho de l'autre et devienne l'expression de nous-mêmes.